Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Savoir tenir compagnie. Aujourd'hui, je reçois les 3 propriétaires de la Maison Smith, Jérôme, Mathilde et Véronique. Et vous allez voir, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on a parlé vraiment du portrait de l'entreprise. On a eu des conseils, donc pour tous ceux qui sont en affaires ou qui veulent se lancer en affaires, qui ont un peu la fibre entrepreneuriale, vous allez adorer ce balado-là. Puis on parle de plein de choses, d'un peu leur expansion. Quand est-ce qu'on se lance là, pour ouvrir d'autres succursales? Donc plein de sujets le fun, le temps d'un peu plus qu'un 30 minutes, on a placoté, c'était cool. Alors bonne écoute! Allô, allô! Merci à vous 3 d'être là aujourd'hui. Je suis très, très contente. C'est comme une formule spéciale. Normalement, c'est one-on-one. Puis là, j'ai 3 en même temps. Fait que c'est cool. Ça va être un beau balado dynamique. Voulez-vous vous présenter? Rapido. Oui, on va partir avec moi. Alors, moi, je m'appelle Mathilde Plante-Saint-Arnaud. Je suis la directrice générale des cafés et copropriétaire avec Jérôme et Véronique. Alors, Jérôme Turgeon, propriétaire des Maisons Smith, avec Véronique et Mathilde. C'est ça. Ah oui. Moi, c'est Véro. Alors, Véronique, aussi copropriétaire des Maisons Smith et aussi épouse de Jérôme. La courageuse. Épouse de Jérôme. C'est la courageuse. Alors, voilà. Très important dans la description. Dans la description, c'est quand même... C'est comme l'autre titre, là, ça vient avec. Oui. Ça fait partie. Bien, c'est super. Merci beaucoup d'être là. Puis là, avant de commencer, j'ai une question très, très importante à vous poser, là, d'une importance capitale. Je voudrais savoir, vous autres, votre boisson préférée? Là, on va parler aujourd'hui de café, de boisson, de tout ce qui se passe. Parce que la Maison Smith, pour ceux qui connaissent à Québec, c'est comme un incontournable. J'y vais. À Noël, je reçois mes cartes cadeaux de mes beaux-parents de la Maison Smith qui encouragent, ils le savent. J'y vais avec mon chum. Puis vous autres, votre café de prédilection, votre boisson de prédilection, c'est quoi? Dites-moi ça. Part avec moi. Ouais. On y va. Allez-y comme la question. Moi, je suis une grande classique traditionnelle avec latte. On a la chance, d'habitude, on utilise notre 1653, qui est notre mélange maison. Mais là, on s'amuse avec des nouvelles moutures, des nouveaux arrivages. Donc là, présentement, je suis sur un espresso café des femmes, qui est un café colombien. Donc, latte avec le café des femmes, c'est mon go-to. Moi, je commence toujours, évidemment, avec un bon espresso pour bien balancer la journée, pour s'assurer que les machines soient adaptées. Alors, je commence toujours avec un espresso. Puis après ça, un cortado. Cortado sans lactose. C'est la petite recette. Les gens savent tous que c'est ce que je prends. Pas trop chaud. Je suis un peu étrange parce que jusqu'à tout récemment, je ne buvais pas de café. Alors, c'est très, très, très drôle dans l'histoire. Mais j'ai commencé à en boire lors de notre voyage en Colombie, il y a 2 ans, quand on est allé à la source. Et je commence à développer mon goût pour le café. Fait que j'aime présentement le Dirty Chai, qui est un chai latte avec une dose de café glacé ou chaud. C'est mon petit coup de cœur du moment. J'adore. C'est comme les personnalités. Oui. On part avec ça. Justement, la première tasse de café qui a commencé à couler, l'histoire derrière la Maison Smith, moi, je veux tout savoir. Racontez-moi ça. Comment ça a commencé? En fait, ce qui est arrivé, c'est une aventure. On s'est lancé en 2013 sur une opportunité d'affaires qu'on a eue de récupérer un ancien local qui était directement sur la Place Royale, dans le petit Champlain. Et on venait pas du tout du milieu de la restauration. Ça a été vraiment une opportunité. Et comme bon entrepreneur, on savait très bien qu'il y avait un achalandage naturel sur la Place Royale. Et on se demandait qu'est-ce que ça prenait sur la Place Royale. On s'est dit que pourquoi pas un espace. Initialement, on était peut-être moins lancé sur un café de quartier. C'était vraiment explosé comme mode de service. Puis, bon an, mal an. Bon an, mal an, effectivement. On a migré vers le concept raffiné du café maintenant que vous connaissez. Donc, il y a eu une version originale qui s'est amenée à être améliorée. Oui. Et par la suite des choses, on a valorisé vraiment plus l'espace café. Puis on était vraiment à l'émancipation du nouveau café, des cafés de spécialité en 2013. Il y avait une croissance qui était à prévoir et qui est en cours maintenant. Mais initialement, on était un des premiers dans le secteur de Place Royale. C'est comme ça que la tasse. Et on savait initialement pas grand-chose sur le café et on savait pas trop comment le faire, mais on a réussi à bien le faire. On l'a appris. Et on a appris, évidemment, sur le tas. C'est ça, c'était ma question. C'est justement, c'était toujours inné ou, tu sais, toujours le café, là, tu sais, que tu dis, moi, c'est sûr, je pars ça, ou tu sais, t'apprends en justement le faisant. On peut parler de l'apprentissage. C'est ça, c'est de l'apprentissage inné, continu quasiment. Là. Exact. C'est vraiment le local, oui. l'emplacement qui
qui a fait en sorte qu'on s'est dirigé vers le café. Moi, j'étais une consommatrice de café initialement. Puis on se disait, elle travaillait dans le Petit Champlain, dans le Vieux-Québec. Puis on se disait, qu'est-ce qui manque vraiment dans la zone? Puis la place Royale, je veux dire, c'est mythique, là. Ouais. Puis on se disait, ça prend vraiment une terrasse avec ça. Tu sais, on est vraiment parti de l'emplacement pour aller vers le concept de café, puis ça l'a fait son chemin. C'est super. Puis justement, c'était quoi un peu les piliers fondamentaux de votre vision au départ? Fait que là, vous trouvez votre local, vous dites ça à la Place Royale. Qu'est-ce qui a guidé un petit peu votre vision là, pour démarrer tout ça? Bien, la vision, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs, évidemment, sur les places européennes. Et on a fait la signature de la marque de commerce qui est très, très simple aussi. Donc, on est installé dans la Maison Smith. Donc, l'origine du nom provient de l'origine historique de cette maison-là qui a été habitée par M. Smith en 1796. Donc, ça a été le propriétaire le plus présent dans cette bâtisse-là. Mais la maison originale, donc le petit logo qu'on retrouve sur l'enseigne depuis 1653, donc les fondations de la Maison Smith remontent à 1653. Donc, à partir de ce moment-là, on a élaboré notre signature, notre marque de commerce. Et c'est la même que l'on a depuis, qui a muté un petit peu sur certaines signatures, mais c'est la même que l'on retrouve actuellement sur l'ensemble des façades. Et fait que le concept est né, puis à force d'évaluer ce que le consommateur voulait, on l'a raffiné, puis on s'est mis à l'écoute du comportement du consommateur pour arriver sur une version que l'on connaît. Mais initialement, là, je peux comprendre que les clients... On a eu la chance de travailler avec un marché touristique, pratiquement. Ouais. Donc, on parle d'environ 2,4 millions de personnes qui fréquentent la Place Royale, provenant majoritairement du marché touristique. Donc, je suis convaincu que si j'avais offert le même service dans un marché local, d'après moi, on ne passait pas au travers. Donc, on peut dire que les gens... On a essayé beaucoup de choses. On a essayé certains concepts qui n'étaient pas nécemment optimaux et on l'a raffiné. On a eu l'intelligence d'affaires de se raffiner. Puis suite à ça, je pense qu'on fait bien les choses, effectivement. Effectivement, je pense que c'est un bon emplacement test. Là. Directement au cœur du Vieux-Québec, à cet endroit-là, ça le 15 de mai 2013, je m'en souviens, j'ai dit quelle aventure, dans quoi qu'on s'embarque. Je pense que Mathilde était en congé maternité à ce moment-là aussi. Je faisais des comptes rendus que j'avais hâte qu'elle revienne, baliser l'ensemble des activités aussi, parce qu'on n'était pas trop d'être. On a ouvert les portes le 1er juin. Je me rappelle, les balayeuses étaient encore sur les planchers. Il y avait des tuyaux qui passaient, des boîtes qui n'étaient pas vidées. Les clients rentraient. On s'est dit, on va se débrouiller. On y va. Ça va bien. C'est vraiment. J'avais travaillé sur le concept avant de partir en congé de maternité, puis c'est là qu'on s'est rendu compte que de la théorie à la pratique, il y avait quand même un monde. C'est vrai. Ah oui. C'est là qu'on apprend réellement. Exact. C'est vrai. On ne peut pas se tromper. Là. Non. C'est là qu'on apprend réellement. Puis comment la piqûre est venue pour justement, là, vous avez plusieurs succursales dans la ville de Québec pour tous les goûts. C'est quoi qui a fait le déclic de justement, on passe à l'expansion, on y va? Comment ça s'est passé tout ça? Les opportunités. En fait, c'est une question d'opportunité d'affaires qui était initialement, on était déjà commerçant dans le Vieux-Québec depuis 2003, le premier commerce qu'on avait ouvert dans l'art autochtone. Donc, on connaissait très bien le marché touristique et des opportunités d'affaires qui s'est naturellement créées. Donc, on a eu le premier commerce sur Place Royale, suite à ça en 2015 sur la rue Desjardins, sur lequel on avait déjà un commerce existant qui était mitoyen avec notre commerce en activité. Alors, donc, avec une facilité d'aménagement qui correspondait à nos besoins. Alors, donc, on avait déjà l'expertise depuis 2 ans. On avait fait majoritairement nos erreurs. Et la facilité de pouvoir opérer 2 succursales dans un environnement aussi proche, ça amenait des facilités opérantes. Et de connaître le marché, et connaître la saisonnalité, on pouvait se déployer sur 4 commerces dans un environnement de 500 mètres. Donc, c'était très, très facile. Et la densité de clients que l'on a dans ce milieu-là, qui, malgré le fait qu'il soit un marché très, très touristique sur Place Royale, en haut, la vivacité d'affaires sur le cœur près de l'hôtel de ville, on a une clientèle locale que l'on a pu développer avec cette succursale-là. Donc, c'est la genèse de la croissance naturelle des gens qui viennent travailler dans le Vieux-Québec. Pour après ça, on a pris une expansion encore plus large dans différents arrondissements de la ville. Le marché du café a aussi évolué. Comme Jérôme dit, nos 3 premiers cafés étaient dans une zone plus touristique, là, dans le Vieux-Québec. Puis en 2018, on a acheté un local à Limoilou. Puis déjà, il y avait on commençait déjà à réfléchir à la tendance third wave, puis au coffee shop. C'est une expression anglophone, là, mais le marché du café
était déjà très présent à Montréal. On voyait que ça s'en venait à Québec aussi. Donc, on a voulu se rapprocher de la communauté plus locale, puis de sortir là, du modèle plus touristique. Puis on commençait à avoir besoin aussi de plus d'espace. Si en 2018, je ne me trompe pas, qu'on a commencé aussi à dire, bien là, on va faire notre torréfaction du grain de café. Donc, il a fallu qu'on trouve de l'espace pour pouvoir commencer cette autre portion-là de notre entreprise. En fait, on a commencé en 2017 à l'île d'Orléans. Donc, oui, on s'est oui, fait oui. la main. Ouais, ça, c'est un autre pan de l'histoire. On a fait des affaires. Oui, on a fait. Donc, on a testé à l'île. Oui, tester, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, on a... Ils font toujours cette même blague-là. C'est Alors, pas une blague, on a vécu, là. Je peux la mettre en circonstance. C'est 2017. Tu sais, je suis un opérateur, je suis un entrepreneur qui n'a pas beaucoup de limites. Alors, je me Puis on suis dit, essaye les choses. s'il y a des Ouais. gens qui sont capables de torréfier, je vais quand même apprendre à torréfier. Parce Alors, qu'on achetait notre café fait qu'on jusqu'à avait 2017. un sous-traitant qui nous amenait notre café qui était torréfié à l'extérieur. Mais à partir d'un moment donné, on s'est dit, ben, pourquoi pas commencer à torréfier? Hein? On a quand même l'intelligence. Alors, on se lance dans l'aventure de la torréfaction et je suis installé un torréfacteur et que je me torréfie. Je dis, ça doit pas être sorcier, torréfier. Là. C'est des grains de café qu'on doit faire cuire avec un certain temps. Il y a un ingrédient. C'est ça. Mais évidemment que la torréfaction, il y a beaucoup plus que juste mettre du grain de café dans un tambour qui chauffe. Là. Il y a une expertise qu'il faut développer. Il y a quand même, Mais je me suis dit, je vais y aller avec mon flair. Quand ça va changer de couleur, ça devrait être prêt. Mais le changement de couleur s'effectue de très, très rapide. Donc, du moment où ça bascule, il y a comme un point de bascule. Et évidemment que le pire est arrivé. Ça s'est enflammé à l'intérieur du OK, je vais dire ça. Et Véronique faisait également de la vente au détail. Oui, parce que nous autres, à Lille, on a un commerce, on a une boutique et un café qu'on avait à jumelé l'intérieur. justement en 2017. Les gens consomment le café à l'intérieur, donc la salle est pleine. Et au moment où, justement, le café prend feu, bien, il y a quand même beaucoup de fumée à l'intérieur du commerce. Et les gens trouvaient ça un petit peu étrange, mais j'ai rassuré tout le monde. Je dis, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est normal. Ça fait partie C'est de pas l'expérience. là. Ça fait partie de l'expérience qui était à raconter. Mais évidemment que la genèse de la torréfaction est toujours un peu drôle, mais finalement, bon, c'est raffiné encore une fois. On a bien appris. Oui, on a bien appris. Vraiment, on est bon. Délégué à certaines responsabilités à d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi de le faire. Fait que c'est simplement la genèse de la torréfaction. D'aller chercher de la formation et de l'information pour vraiment perfectionner. Puis là, c'est rendu à Limoilou avec des appareils vraiment à la fine pointe de la technologie et des gens qui sont très performants. Ouais, c'est vraiment le fun. Donc, la succursale au rez-de-chaussée puis au deuxième étage, en fait, il y a tout ça qui se travaille en arrière. Il y a le laboratoire qui est là, accessible dans la succursale directement pour les gens à l'opération. Oh, wow, okay. C'est vraiment le fun. Puis, comment vous choisissez vos nouveaux emplacements, justement, opportunités d'affaires? Est-ce que vous avez des critères maintenant que vous en avez plusieurs un petit peu partout dans la ville de Québec? S'il y en a d'autres qui s'en viennent ou comment vous faites là, pour trouver l'emplacement parfait? Puis, Bien, les emplacements, c'est toujours un concours de circonstances qui m'amène à découvrir les emplacements. Ils me regardent tous en disant, ben oui, ça repose sur toi, le positionnement. Non, mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui t'appellent pour t'offrir un emplacement. C'est différent ça maintenant. doit être rendu ça, voilà. c'est ça. Là. En fait, notre modèle d'affaires, plus ça va, plus on fait l'acquisition des bâtiments. C'est qu'on préconise, évidemment, on aime bien les secteurs historiques, les cœurs névralgiques. Là, on fait référence à certaines acquisitions qu'on a faites dans Charlebourg, dans le Pré-Carré. On a acheté l'ancien manoir du Spaghetti, une maison d'origine, la maison Brest, qui est une maison ancestrale qui a été entièrement rénovée. Oui, effectivement. Puis après ça, on vient de faire une acquisition sur Capro, donc ce qui est annoncé, la résidence, c'est une autre maison ancestrale qui est une Canadienne. Mais le choix des emplacements, au départ, ont été vraiment de la formule où on expansionne la proximité. Donc, l'avantage que l'on a concurrentiel, c'est qu'on est capable d'avoir un déploiement rapidement dans un espace de 20 minutes pour aller chercher 12 succursales en activité. Donc, ça amène une facilité d'opération qui se veut. Est-ce qu'on sortira de la ville? Ça reste à discuter. Actuellement, on aime bien ce que l'on fait. On a un terrain de jeu à la hauteur de nos attentes. Et les opportunités, effectivement, qu'on a régulièrement des appels, ça fait partie. Puis malgré qu'on ait 12 succursales quand même dans un rayon assez proche, c'est des clientèles complètement différentes. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. On a des gens qui vont faire toutes nos succursales, mais on a aussi des clientèles ciblées dans différents endroits qui sont quand même différentes. Fait que c'est intéressant pour ça. Mais c'est ça, parce qu'on dirait que chaque quartier a son café Smith, que tu peux y aller à pied. Là. Exact. Autant que tu as la clientèle qui se promène que la clientèle régulière. Exact. Tous les matins, là, ils vont se prendre leur petit
café, puis c'est comme régulier. Là. Oui. C'est le fun de voir ça. Ça rentre comme dans la routine des gens au quotidien. Puis tu me demandais qu'est-ce qui a passé, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a grandi. Je pense que faut pas négliger la portion capital humain qui est là, les équipes qui demandent des challenges. Ils me disent tout le temps pourquoi t'arrêtes pas. Mais en fait, l'arrêt, ce que l'on veut, c'est donner des défis à chaque individu qui y travaille. Donc, il y a des équipiers qui sont là depuis, j'en parle, ça me rend toujours émotif parce qu'il y a des équipiers qui nous accompagnent dans cette aventure-là, depuis le début. qui vivent l'ensemble des montagnes russes de ce que c'est que d'être en affaires. Mais les gens ont le désir de nous accompagner dans cette aventure-là et de donner ces défis-là en disant, bien, tu as les compétences nécessaires. Moi, j'aime être challengé. J'aime challenger mes équipiers aussi pour les amener à construire l'entreprise qui m'appartient pas juste, qui appartient pas juste à Mathilde ou à Véro. C'est l'ensemble des gens qui y travaillent, qui ont le cœur à la bonne place pour faire en sorte de relever les défis du quotidien. C'est ça qui est le plus challengeant dans ces commerces-là, ces genres de commerces-là. Puis de contaminer positivement le modèle entrepreneurial, bien, ça se passe, puis ça s'entretient. Fait que ça, c'est ça qui est primordial. Fait que les gens qui sont là, ben oui, il y a toujours un inconfort de faire une nouvelle acquisition, de faire une nouvelle succursale, mais ça l'amène aussi des défis de qualité, puis c'est ce que les gens aiment également en affaires ou dans un modèle. Il y a des gens qui sont plus faits pour être dans un cadre plus formel, mais dans mon cas, et j'aime contaminer les gens, je regarde ça à Mathilde parce que il y a une contamination croisée. C'est sûr, ça, c'est fait. Et Véronique, par le fait même, elle vit, puis c'est des dommages collatéraux d'être côtoyer un entrepreneur. Oui. Et ça a des enjeux familiaux aussi. Ça fait partie de ce que c'est que de vivre dans un modèle entrepreneurial. Puis j'ose croire que il y a une influence positive derrière ça, qui amène évidemment des challenges émotifs, de satisfaction. Des fois, il y a de l'insatisfaction. Ça fait partie de ça. C'est sûr. Mais c'est le fun de dire justement que toute l'équipe, c'est un travail qui est commun. Là. Fait que, vos équipes qui sont là depuis toujours, qui participent activement, on le sent. Là, c'est le fun. C'est pour ça que les gens se sentent, je pense, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est une équipe. Fait que c'est ressenti. Ça fonctionne bien. C'est la mission qu'on se donne. C'est la mission. De vous faire ressentir. Ben, je pense qu'on va voir, ça fait partie de qui on est. Puis justement, là, maintenant, avec 12 succursales, l'expansion, votre vision aujourd'hui là, pour ce qui s'en vient pour le long terme, l'identité, ça ressemble à quoi? Grosse question, parce qu'on parlait tantôt de vos piliers fondamentaux, ce qui a démarré un peu l'entreprise. Puis là, maintenant qu'on est rendu à 12 succursales, là, qu'est-ce qui... Bien, Jérôme l'a nommé, là, c'est sûr que c'est vraiment l'humain qui était là depuis le jour 1, puis qui s'est développé au fil du temps, puis on a créé des liens. Puis après ça, bien, c'est vraiment ça qui dicte où on s'en va, c'est de construire des équipes qui ont le goût de travailler dans notre modèle, qui rendent un service, qui ont le goût de travailler dans le service à la clientèle, puis avoir le souci du détail, puis d'accueillir les gens, l'hospitalité. Donc, c'est tout ça. Mais ça, concrètement, c'est basé sur les humains, sur les équipes qu'on construit, puis ensuite de ça, la clientèle qui revient et qui vient chercher son café à chaque matin ou une fois par semaine ou même, c'est ça, des visiteurs qui, à chaque fois qu'on vient à Québec, on vient chez vous. Donc, c'est ça qui nous anime, puis c'est vraiment la base, je pense, là, de notre... D'essayer de garder aussi cette espèce de côté-là. Mathilde a parlé de l'accueil. Oui. On veut un peu que les gens, quand ils viennent chez Smith, ils viennent comme si on les accueillait chez nous. On veut garder ce côté-là très, très, très accueillant, chaleureux, rassembleur. Quand on grossit dans l'entreprise, c'est un autre défi parce qu'on veut s'assurer que la qualité du service est offerte de la même façon un peu partout. On travaille fort pour y arriver. Puis je pense que les gens qui travaillent avec nous représentent bien, mais c'est quand même un défi. On ne veut pas perdre ce côté-là chaleureux, accueillant dans toutes les succursales, même si chaque succursale a quand même ses défis à relever aussi. Fait que c'est... Puis le défi ou les grands enjeux qu'on vit, c'est qu'on veut transmettre à l'autre génération qui suit, parce qu'on a des enfants qui sont impliqués. Ah, et c'est fun, donc, notre mission qu'on se donne, c'est de transmettre, puis la pérennité de l'entreprise ne soit pas basée sur les gens qui l'ont fondée. Fait que transmettre ces valeurs-là et les porter, c'est un des plus gros enjeux que l'on a dans une croissance. Parce que si on fait ce que l'on fait, c'est qu'on aime être avec les gens. Puis il faut que les gens veulent nous encourager. Fait que je veux pas qu'on devienne aseptisé, puis que ça soit un cadre qui soit très, très formel, malgré le fait qu'on doit être obligé de le venir pour avoir des standards. On n'a pas le choix d'avoir des standards. Mais j'ose croire que les ingrédients qui font en sorte que les gens s'identifient dans l'entreprise, c'est qu'on n'est juste pas dans une boîte hermétique et chaque succursale est quand même autonome d'être en relation à leur façon avec leur clientèle.
Puis ces équipiers-là, ben, ils doivent porter ça. Puis c'est de trouver ces équipiers-là qui ont à cœur de porter les valeurs que l'on représente dans justement l'hospitalité et que s'assurer que l'entreprise que l'on transmettra un jour, évidemment, à cette génération-là, ait le même plaisir à l'opérer. Fait que ça, c'est un des grands enjeux que l'on vit. Ça, c'est évidemment avec la confrontation des générations. C'est ce qu'on vit actuellement. Je vais vous faire quelques analogies, on se regarde parce qu'on a toujours des défis de cette nature-là. Toujours. Puis il ne faut pas dénaturer qu'est-ce que c'est que cette entreprise-là. C'est une entreprise qui est dédiée à sa clientèle, mais il faut quand même que les équipiers soient là pour les bonnes raisons. Oui, c'est vrai. Les équipiers, il faut qu'ils choisissent, puis nous, on a l'avantage, je vais croire qu'on fait bien les choses, d'avoir la chance de choisir des équipiers qui viennent déposer leur candidature. Actuellement, il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi qui rentrent, comparativement à 3-4 ans. Mais donc, les équipiers, j'ose croire, ils ont à cœur ce qu'ils voient comme client, mais venir le faire puis de le rendre à la clientèle. Puis cette clientèle-là qui nous suit depuis 12 ans, qui a hâte de faire partie de l'aventure du prochain, c'est ce que vous disiez tantôt, ils font le tour de leur parcours, puis ils ont un sentiment d'appropriation de leur... C'est leur espace. Les clients, c'est leur espace. Ça, c'est leur café de quartier. Ça nous appartient. Ne changez-le pas. Fait que ça fait partie également de l'émission qu'on veut donner. Mais c'est vrai, ça me fait penser justement, moi, à l'idée de toutes les avoir fait, là, dans le genre de passeport de tes membres, de parcours, puis que tu les fais toutes. Là. Je pense que c'est intéressant. Je serais avancée dans mon passeport, je pense. Oui. On l'a déjà fait. Oui, c'est ça, ça me dit quelque chose. Hein? On l'a déjà fait avec des étampes à l'époque où on avait, je crois, juste 9. Oui, OK, c'est ça, ça me dit quelque chose. Mais ça pourrait revenir. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Peut-être. Puis justement, ben là, déjà, on le comprend bien, le volet humain, c'est super important. D'ailleurs, j'aime beaucoup le terme équipier. Là. Je trouve que ça fait différent. C'est le fun, ça parle beaucoup. Au niveau de votre offre distinctive, parce qu'on en voit partout, il y a plein de cafés. Qu'est-ce qui, outre justement ce volet-là, là, c'est l'accueil, c'est chaleureux, là, c'est vraiment ça qui vous distingue. Comment vous le précisez, justement, cette offre distinctive-là? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez vous? C'est ça. Qu'est-ce qui vous distingue sur le marché par rapport à d'autres cafés ou d'autres commerces? On a parlé de tout l'aspect humain, de tout l'aspect... accueil, hospitalité, puis on a aussi abordé le fait qu'on a commencé à faire la torréfaction à Lille et maintenant à Limoilou. Je pense que d'avoir des produits de qualité, ça a été un autre volet super important pour nous autres, là, d'aller à la source. Donc, même d'aller rencontrer les producteurs, d'aller sélectionner les grains, tout ça. Donc, on a commencé par torréfier, puis après ça, à chaque fois, on rajoute une étape, puis là, on se dit, OK, là, on maîtrise le sujet, on maîtrise la façon de torréfier. Bien, on va raffiner encore plus, puis on va se rendre à la source, puis on va faire en sorte que notre produit, non seulement il est de qualité, mais il s'approche d'une éthique aussi. Puis, l'humain, là, on le rapporte jusque dans les pays où on va visiter. On crée des contacts, on crée des liens, puis... On crée des histoires. On crée des aime histoires, ça que les clients en apprennent sur nos fournisseurs. Ça, c'est vraiment unique, honnêtement. Mais ça va avec la croissance. Voilà. On n'aurait pas pu se permettre ça au jour 1 quand Jérôme parle de ne pas arrêter. Ça, c'est comme un gros morceau, un gros avantage qu'on a de pouvoir aller jusque-là dans notre processus. C'est rare qu'on boit une tasse de café puis qu'on est capable de savoir toute l'origine, la traçabilité. Si les gens savaient par où ça passe, c'est ça. Ils comprendraient que c'est beaucoup plus qu'un café. Là. C'est une valeur inestimable. C'est notre volonté, effectivement, que les gens soient en relation d'encourager un producteur spécifique, qu'on est allé rencontrer directement sur le terrain, puis leur faire vivre la satisfaction du client qui prend la tasse, qui dit le café de Carlos, ou le café de Diego, le café de Manuel, c'est justement le café des femmes aussi qu'on est allé choisir en Colombie dans une coopérative de femmes. Les gens maintenant sont capables de dire j'encourage ce café-là pour la personne qui est derrière ce grain de café-là. Donc, si on est capable de matérialiser, puis je pense que la génération a à cœur cette traçabilité-là, de vivre puis d'avoir l'impact direct de ce qu'on peut apporter dans ces producteurs-là. Donc, c'est ce qui est le plus valorisant aussi. Puis je pense que, tu l'as dit, les gens veulent nous encourager parce qu'il y a toujours la nouveauté qui arrive, malgré le fait qu'il y a un succès qui est là, c'est indéniable. Mais l'aspect de surprise puis de nouveauté
fait en sorte que les gens, ils disent, on stagne pas. Fait qu'on aime toujours sortir de ces sentiers-là puis de faire découvrir à chaque client notre vocation derrière. Être à l'écoute, là, un bon exemple. Aujourd'hui même, on a un nouveau café, le café de Pauline, qui est un café décaféiné qu'on a sorti. Puis ça faisait longtemps qu'on se faisait dire, bon là, vous avez juste un décaféiné sur votre carte. C'est très populaire ces temps-ci. Vraiment, c'est un bon café d'après-midi quand tu n'as pas le goût de te reprendre une dose trop d'énergie. Soyez vigilants, allez voir le café de Pauline, vous allez voir des surprises. C'est un clin d'œil avec Pauline qui est leur chien. La mascotte du café. J'adore. Donc, on s'amuse là-dedans, on développe, mais tout le temps en étant à l'écoute aussi de ce que la clientèle nous a demandé. Oui. C'est comme ça qu'on se distingue, je pense. Puis, on fait souvent l'inverse. Ça, Mathilde, elle me challenge souvent sur ça. C'est qu'on fait on fait l'inverse de ce que les gens font. Fait que tout le monde a l'impression de rapetisser les espaces. Nous, on a des espaces qui sont complètement exponentiels et j'ose croire que ça fonctionne parce que les gens, le café est devenu une coutume, un mode de vie. Fait que tu viens au café le matin, mais étrangement, tu restes longtemps. Oui. Donc, plus tu restes longtemps, plus il y a de monde. Fait que si on n'a pas la capacité d'accueil pour rester dans cet environnement-là, il n'y a pas de pression sur la clientèle, fait qu'ils écrivent on est bien. D'où le fait qu'on a muté également notre offre de service pour extensionner les heures d'activité. Donc, on a rajouté une buvette. Donc, tu peux prendre ton café le matin et en fin de journée, prendre un verre de soit un espresso martini ou une bière de microbrasserie et on extensionne. Donc, ce qui fait en sorte que le lieu de vie est valorisé de 6 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir. Puis on a encore également à offrir d'autres offres de services. On fait référence à Charlebourg. On a maintenant la pizza qui est offerte, une pizza sur feu de bois. Donc, c'est ce qui fait en sorte on n'est pas simplement un café, on est beaucoup plus que juste un café dorénavant. C'est un lieu de rencontre. Exactement. Quand on dit justement, veux-tu qu'on aille prendre un café ou un lieu de vie? Finalement, 5 à 7, c'est parfait. C'est un lieu de rencontre puis de partage. Puis on est présent à travers différentes activités. Tu me demandes comment on fait pour garder notre clientèle réceptive. On est quand même très présent dans des activités sportives, dans des organisations dans lesquelles on fait des œuvres qualitatives. Qualitatif. Pas qualitatif. C'est qualitatif. C'est qualitatif. Mais tu comprendras qu'on est présent proche de cette clientèle-là. Fait que, j'ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Fait que ça fait partie de maintenir la clientèle captive. Mais effectivement, si on résume tout ça, je me souviens qu'on était allé à une conférence à Saint-Louis aux États-Unis, puis un concept encore anglophone qui est le third place, là, la troisième place, si on veut le traduire, qui résume tout ça, là, c'est vraiment l'endroit après la maison et le bureau où on se retrouve le plus souvent. On fait référence des fois aussi au perron de l'église. Tu sais, les gens ont besoin de se retrouver. Les gens ont ce désir-là d'avoir un endroit où ils peuvent soit travailler, soit étudier, soit juste venir relaxer. Donc, ça nous a comme marqué, ce concept-là, puis ça l'a orienté quand même pas mal de nos décisions. Avec l'arrivée du télétravail en force. En plus, il a fallu créer des espaces où les gens pouvaient sortir de la maison pour éviter de devenir fous un peu. Donc, dans certaines de nos succursales, on a même des espaces où les gens peuvent louer, venir s'installer pour une réunion, un travail d'équipe. Fait que ça, je pense que aussi, ça nous a démarqué. Je n'avais pas vu ça nulle part. Là. Définitivement. Ça, c'est exactement post-pandémie. Là. Oui, voilà. De notion de on a vraiment besoin de se retrouver ensemble, puis on veut télétravailler, on veut se retrouver. Fait que ça, c'est le genre d'opportunité que tu prends qui est distinctive, littéralement. Là. Littéralement. Les salons courte durée, ça fonctionne très bien. Très bien. Très, très bien. Les gens ont une tendance qui est de plus en plus présente. Encore une fois, Limoilou, c'était notre bassin pour tester. C'est bon, ça. C'est comme un petit laboratoire, littéralement. Oui. Nos bureaux administratifs sont là aussi, mais il y a beaucoup de choses qui partent de Limoilou. Puis là, les salons, on en a aussi à Sainte-Foy maintenant, dans un milieu plus universitaire. Mais il y a des jeunes professionnels. Il y a des professionnels aussi qui viennent les utiliser. Puis il y a une plus grande salle aussi qu'on a aménagée là-bas. Donc, effectivement, c'est très en demande. C'est bon à savoir, ça. Je vais noter ça pour l'équipe. Je vais leur en parler là, pour un petit brainstorm. Un petit 5 à 7. Tu fais une petite journée, puis après ça, tu fais le 5 à 7. C'est super. Team building. Mathilde, t'en as parlé tantôt, justement, l'écoute des clients. Ça, comment vous faites pour justement récolter un petit peu les commentaires clients ou les commentaires de vos équipes?
Puis en quoi ça guide vos décisions d'affaires? Donc, tu sais, vous avez l'air très, très proche de votre clientèle. J'en doute pas que ça a un impact. Parlez-moi un peu de ça. Bien, le premier contact, c'est évidemment en succursale. Donc, la plupart des gens, les commentaires passent par les équipiers, les baristas, les gérants, gérantes qui sont sur place. Ils récoltent les commentaires et les suggestions, que ce soit positif ou négatif, toujours dans le but de s'améliorer. C'est que ça, c'est vraiment le contact le plus direct, mais sinon, on est sur toutes les plateformes. Donc, Facebook, Instagram, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent de là. Il y a les fameuses étoiles Google qui nous orientent aussi. Et puis, on a une boîte courriel info qui se remplit de suggestions, encore une fois, puis de messages de la clientèle. Donc, on a quand même 2 à 3 personnes, une équipe là, qui filtre et qui lit et qui répond à tous les commentaires. Donc, c'est pas... on a mis certains automatismes, là, comme pendant les fêtes ou pendant les congés, là, dire que on va vous répondre peut-être dans un délai un petit peu plus grand, mais c'est 2 à 3 personnes là, qui font vraiment le tour de ces messages-là et qui font remonter ce qui doit être remonté ou qui répondent directement aux clients. C'est super important pour nous. Vraiment, ça nous a déjà amené aussi à développer des produits ou en tout cas certainement à s'améliorer, ça c'est sûr. Oui, à réfléchir aussi, tu sais, sur d'autres options ou... Non, c'est important on n'a pas le choix d'une manière. C'est le client qui fait en sorte qu'on est là. Donc, il faut répondre, il faut s'assurer qu'il est satisfait, il faut... Non, c'est une grosse équipe. Faut faire un suivi. Oui, c'est ça, mais c'est bon de le faire retenu, mais... Puis d'avoir des équipes dédiées, parce que ça, il faut des gens là-dessus, parce que sinon, c'est fou, il y en a tellement des commentaires et tout, vous êtes actifs sur les médias sociaux, fait que de comprendre que c'est ça prend... une équipe pour ça, des équipiers pour ça, d'autres équipiers. Puis justement, vous avez parlé un petit peu tantôt, association caritative, pas qualitative, on en a parlé, où, tu sais, le fait que vous êtes vraiment dans plusieurs quartiers de la Ville de Québec, comment vous faites pour vraiment rester ancré comme dans la communauté locale? Parce que vous le faites dans plusieurs succursales, tu sais, on s'entend, là, dans n'importe quel quartier, la clientèle est différente, donc qu'est-ce qui fait que vous restez vraiment ancré? Ben, je peux commencer. En fait, il y a, dans la même voie, là, ça va dans la même lignée. Souvent, on est contacté pour des demandes de commandite, donc d'organismes, je pense à l'île d'Orléans, ou en fait, dans tous les quartiers où on est implanté, il y a des organismes qui cognent à la porte puis qui nous exposent leur mission, leurs objectifs, puis on évalue tout ça, puis ça nous fait plaisir là, de participer à la hauteur qu'on détermine là, comme ça entre nous autres. Puis, sinon, à chaque année, on a un café qu'on dédie à une cause en particulier. Okay. Donc, il n'est pas nécessairement dans un quartier, mais on s'implique comme ça. Donc, tantôt, je parlais aussi du Café des femmes. Cette année, c'est ça qu'on a mis de l'avant. Non seulement c'est pris dans une coopérative en Colombie qui est toutes des productrices de café. Et puis, on remet pour chaque sac de café vendu, on remet 5 $ au WYCA à Québec. Donc, aussi un organisme qui vient en aide aux femmes de la Ville de Québec. Donc, c'est une cause qu'on a choisie cette année, puis c'est ça. Ça ressemble. Notez-le, tout le monde, là, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est important, c'est vraiment le fun. C'est présent, oui. Ouais. Puis, on peut donner aussi des exemples comme les gérants sont quand même, c'est des bons baromètres pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire sur leur clientèle. Fait qu'ils ont un budget discrétionnaire pour faire des activations terrain. Donc, je fais référence sur Belvédère, justement, Alexandre, qui est le gérant de Belvédère, qui fait une fête des voisins où il invite sa clientèle spécifique, ses clients fidèles à venir prendre un verre sur la terrasse qui va correspondre justement à l'ouverture officielle. Donc, Alexandre, il a manifesté l'intérêt de se rapprocher de sa clientèle de cette façon-là. Donc, chaque idée est évaluée par leur propre gérant. Mais je veux vraiment que les équipiers, justement, ils les voient quotidiennement, la clientèle, donc ils sont à même de bien servir cette clientèle-là qui
qu'il y a des demandes, puis de leur dire, la façon de leur dire merci, ben, c'est d'avoir quelque chose qui va les rapprocher. Fait que c'est des façons qui sont simples, mais qui restera toujours un café de quartier, malgré le fait qu'il y ait plusieurs cafés. C'est fait que le ça café qui de quartier, est unique, c'est ça. donc, ils font des activations terrain, puis à leur façon, ben, ils gardent cette proximité-là. Donc, ils veulent encourager Alexandre qui travaille à la Maison Smith. C'est ça, la connaissent, oui. Je prends l'exemple d'Alexandre, il y a plusieurs autres Oui. exemples comme ça. Chaque succursale, ils arrivent et on leur laisse la latitude, puis ils arrivent des idées, ils soumettent leurs idées, puis c'est comme ça qu'on entretient l'esprit entrepreneurial de chaque gérant également. En plus, c'est ça. Exact. Tout le monde a comme la petite fibre en soi, pareil. Voilà. Exact. Et là, j'en profite, j'ai 3 entrepreneurs devant moi. Si vous aviez un conseil à donner, là, c'est comme la question qui tue, là, parce qu'il y a bien des conseils, là. Mais pour des gens qui sont en affaires, des gens qui veulent se lancer en affaires, vous autres, là, c'est quoi votre petite... c'est la petite chronique philosophique. Oui, Mathieu, je vais te laisser répondre. Moi, le conseil, je pense que ce serait de se faire confiance ou de s'écouter. Souvent, on se laisse de côté puis on se dit, on va y aller soit avec la foule ou on va y aller avec les commentaires qui fusent de partout. Puis au bout du compte, on se rend compte que c'était notre idée initiale ou ce qu'on avait au fond de nous qui aurait été la meilleure décision à prendre. Donc, je pense en tout cas dans mon cas, ce serait la confiance à son instinct. Oui, voilà. La petite Le voix. faire, le pif est toujours un bon C'est vrai. conseiller. S'impliquer dans toutes les décisions, tout le temps. Pas avoir peur de mettre les 2 mains dedans. Là. Ouais, T'as pas le choix d'être là. c'est ça. Faut bien comprendre, puis... Pour comprendre, pour apprendre, pour s'intéresser, mais il faut être là. Ouais. C'est pas magique. Il n'y a pas de baguette magique. Non. Mais puis je pense que il y a la persévérance, c'est clair et net, puis de ne pas avoir peur de l'erreur. Souvent, les gens n'osent pas par peur. C'est vrai. Mais je dis la peur ne sera jamais toujours une mauvaise conseillère, la peur. Donc, Il faut faire des erreurs. Mais oui, Fait que c'est l'erreur, inévitable. c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Je dis, l'expérience, là, c'est l'accumulation de toutes les erreurs. Fait que si tu ne fais pas d'erreurs, malheureusement, tu vas en faire des erreurs. Mais si tu n'en fais pas et tu penses que c'est la science infuse, bien, malheureusement, tu ne passeras pas au travail. Puis de cette confiance-là, puis en bon entrepreneur, admettre que tu n'es pas bon dans tout et bien déléguer. Ça, ça fait partie de la force de ce que l'on est. Alors, ça, c'est clair et net que si tu es entrepreneur et tu n'es pas prêt à lâcher prise sur certaines choses et tu penses que tu es le meilleur dans tout, mais tu fais faussement erreur. Tu fais faussement... Fausse route. Fausse route. Voilà. C'est clair et net. Donc, ça, c'est de dire, j'ose croire que comme entrepreneur, tu dois montrer, mais sûrement que les gens sont plus qualifiés que toi de le faire. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est d'apprendre vraiment à déléguer certaines responsabilités dans lesquelles ils sont vraiment meilleurs que nous autres. Donc, puis de dire, finalement, regarde, tu as ce qu'il faut, tu as développé compétences, puis maintenant, on est encore plus fort. Fait que ça, en affaires, c'est simplement d'apprendre à ne pas avoir peur du risque, assumer ses erreurs, puis de déléguer correctement aussi. C'est vraiment bon. Puis ça répond un petit peu à ma question. À l'inverse, je dis justement les erreurs, mais c'est très bon. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, tu sais, les erreurs fréquentes, les erreurs à éviter, ça, justement, les gens qui délèguent pas du tout, puis qui font tout, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous observez, justement, qui peuvent être des erreurs fréquentes ou... Évidemment qu'une fois de temps en temps, il faut lever la tête du guidon. Ouais. On a un peu de recul. Oui, c'est bon. Relativiser notre mission, là, dans chacun, tu sais, je comprends. Puis souvent, un jeune entrepreneur, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Certains qui sont rendus à 50 ans, les décisions qu'on doit prendre sont plus importantes qu'à 22 ou 23. Plus de conséquences. À 23, là, vas-y all-in. Là. Tu comprends? Fait que tu peux te refaire, il n'y a aucun problème. Donc, puis de lever la tête du guidon, malgré le fait que tu aies un vent de face. Lève-toi avec la tête du guidon, là, puis regarde ce qui se passe. Prends le temps de reculer puis de dire, c'est souvent ce qui amène un épuisement. C'est que si les gens sont trop focus puis ils n'ont plus de recul puis ne gardent pas leur santé mentale fraîche, on se retrouve avec d'autres enjeux également. Donc, ça, c'est important de relativiser l'ensemble. Oui, on est constamment impliqués. Même encore, nous autres, on est impliqués intimement, quotidiennement, 7 jours sur 7, mais il faut être capable de prendre du recul. Il faut être capable de prendre du recul. Je rebondis là-dessus aussi, mais prendre du recul aussi, pas au quotidien, mais au moins à chaque semaine, d'avoir un exutoire parce que, des fois, on a des gros projets, puis on s'investit sans frein, là, mais il faut être capable quand même de mettre des limites puis de s'accorder du temps sur une base régulière, là, puis pas juste après 6 mois là, de travail intensif parce que
Ça aussi, on l'a appris. Oui, c'est toujours l'équilibre. Ouais. Oui, Voilà. Ah oui. Je le ressors Question d'équilibre. toujours, mais je trouve que c'est le mot qui décrit tout. C'est vrai. Il faut conserver un équilibre. Ouais. Des fois, je regarde Jérôme, je dis là, la balance, il attire un peu, là. Ouais. Fait que je reviens avec mon petit mot. C'est bon, ça. Là, il me regarde. OK, j'ai compris. C'est exactement ça. Équilibre. C'est exactement ça. C'est même pas une mise en J'ai deux balances, hein. J'ai deux gros plateaux à chaque bord. Fait que là, je reste entre les deux, là. Jérôme, Pour ça, là, je te vois complètement. Là. Bon, une bonne Il y a balance. l'image. Oui, voilà, à droite un peu, OK, Et pas voilà. balancer à gauche, OK, parfait. ça résume beaucoup le mot équilibre. Ça résume beaucoup de choses, je trouve. Ça, l'importance du travail d'équipe. C'est de justement, Voilà. on n'est pas tout seul là-dedans, puis on est accompagné. Puis C'est forces et faiblesses de C'est chacun. Complémentaire. Donc, on fait souvent le parallèle avec des équipes sportives, justement. ouais, c'est vrai. Les coachs, les capitaines, on en parle souvent. C'est vraiment une analogie que je revois dans nos équipes chez nous aussi, là, dans nos familles, C'est vrai, ça s'applique à tout. Là. ça s'applique beaucoup. Oui, Ouais, vraiment. c'est vrai. C'est génial. Puis là, le temps file en Oui. bonne compagnie. Ben oui. Là, l'été s'en vient. Là, c'est comme la folie. Là, on arrive au mois de juin, là, au moment où on félicitations. tourne. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cet été, cet automne, les projets? On a toujours notre food truck qui refait surface et qui se promène, particulièrement sur les plaines. Donc, ça, c'est toujours un événement le fun avec Audrey-Anne que vous allez croiser dans son camion. Puis, c'est ça, c'est mobile, ça le dit. On dit les plaines, mais on peut aller à différents endroits, dans des événements. Donc, ça, c'est le petit côté estival qui est le fun. De se déplacer encore, tu sais, c'est ça. On a plusieurs succursales, mais de pouvoir encore se déplacer puis d'aller vers les gens, d'aller vers où il y a du monde. Voilà, on y va avec le camion. Puis, proprement dit, l'activité, là, les 11 succursales vont être en pleine activité. Fait qu'on se concentre sur les opérations déjà en cours, bien lancer la saison. Ouais. Évidemment que la succursale de Cap-Rouge va ouvrir à la mi-été, fin été, où on reste encore aux dépens de certains permis de la ville à recevoir. Et la rénovation va bon train. Donc, ça va être à l'automne, ça va être l'ouverture officielle de cette succursale-là. Et évidemment que les filles me demandent toujours qu'est-ce qui s'en vient. Mais ça, selon les découvertes, selon les randonnées de vélo qu'on fait, on observe des différents sites. Mais actuellement, il n'y a aucun projet dans les cartons officiels. Ou les voyages. Ou les voyages. Donc, on a tombé en amour avec différents pays lors du dernier voyage. Fait qu'à suivre, il y aura peut-être des surprises à l'extérieur du Canada. C'est génial. On va vous suivre sur les médias sociaux. Vous êtes partout. On va regarder ça. Puis j'invite tout le monde à regarder. Là, trouver sa succursale. Tu sais, tout le monde a comme son petit Café Smith dans la ville de Québec. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans la ville de Québec. Donc, on va suivre ça de près. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'était vraiment agréable. Merci. Puis on se reparle bientôt. Merci. Merci. Ciao.